Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et merci d'être là pour un moment qui risque d'être assez important dans la connaissance que nous avons de l'Afrique, puisque avec son Afrique ancienne qu'il a dirigée dans la collection Les Mondes Anciens sous la direction de Joël Cornette, François-Xavier Fauvel, qui vient d'être élu au Collège de France et qui fera sa leçon inaugurale à la rentrée, nous offre un travail collectif qui vient contredire l'idée qui était pourtant portée par certaines élites françaises qu'il n'y avait pas d'histoire de l'Afrique et en particulier pas de l'histoire de l'Afrique ancienne. Ce qui est tout à fait surprenant, c'est le nombre de surprises que nous avons à lire ce livre, comme si c'était infusé depuis longtemps une connaissance de cette Afrique qui ne trouvait à s'exprimer que très récemment. Et je voudrais d'abord commencer avec ça. François-Xavier Fauvel, est-ce que ce travail est le fruit de ces 2 dernières décennies de travaux des historiens de l'Afrique, en particulier des archéologues qui sont très importants, ou est-ce qu'il y avait un travail plus ancien, plus long, qui aurait été profondément renouvelé, qui d'un seul coup nous montrerait une autre façon de voir l'histoire de l'Afrique? Oui, alors il y a l'histoire de l'Afrique. C'est une discipline assez neuve dans le paysage académique et dans l'histoire de l'histoire. Mais néanmoins, c'est une discipline qui s'enracine quand même dans l'orientalisme du XIXe siècle. Les grands récits de voyageurs arabes en Afrique ont été édités à partir du milieu du XIXe siècle. Donc l'histoire de l'Afrique a d'abord été portée par ce courant orientaliste. Et néanmoins, ça a été une branche de l'orientalisme qui a très vite été coupée en quelque sorte, puisqu'elle n'a jamais en propre été apportée au Collège de France par exemple. Alors cette discipline est rentrée à l'université française à peu près en même temps que dans l'université anglaise ou quelques autres endroits dans les années 60. Voilà. Et à la Sorbonne en particulier, où là, tout à coup, une espèce d'entrée massive, voilà, dans les années 60, enfin massive, 2 personnes, hein, sont arrivés, historiens de l'Afrique. Bon. Et depuis, sans discontinuer, à la Sorbonne, et puis dans quelques autres endroits, à Paris et en province, il y a toujours eu des chaires d'histoire de l'Afrique. Bon. Donc c'est une histoire qui s'enracine voilà, dans un siècle et demi de recherche. Néanmoins, il y a eu des coups d'accélérateur et des coups de frein qui ont été donnés. Des coups d'accélérateur, c'est clair, dans les années 60. Au moment des indépendances des pays africains, juste après l'indépendance, là, gros coup d'accélérateur de l'histoire africaine, le lancement des grandes revues en anglais et en français. L'histoire générale de l'Afrique de l'UNESCO, et puis un dernier coup d'accélérateur qui date d'il y a une vingtaine d'années et qui a été beaucoup donné par l'archéologie. Donc l'archéologie a considérablement renouvelé les données depuis une vingtaine d'années dans plein de pays africains. Bon. Et ces coups d'accélérateur ont été entrecoupés de grands coups de frein, bon, et en particulier voilà, à différentes périodes. Voilà, grands coups de frein qui viennent, qui viennent de plein de choses, mais qui viennent d'abord d'un désinvestissement des grandes agences de financement et des gouvernements dans l'histoire de l'Afrique. Lorsqu'un de nos gouvernants dit que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire, il n'est pas cette réflexion, elle sort pas de n'importe où. Elle sort d'une idée d'abord assez profondément ancrée dans notre société, qui vient de très très loin, ça on pourrait aussi en reparler, qui vient de l'idéologie qui accompagne la traite des esclaves. Donc ça remonte quelques siècles en arrière. Mais elle vient aussi de ce que, tout simplement, d'un désintérêt des gouvernants, des décideurs dans les grandes agences de la recherche, dans les grandes agences de financement, dans les grands organismes internationaux pour l'histoire de l'Afrique, comme si ce continent n'intéressait pas, n'était pas suffisamment intéressant, pas suffisamment régénérateur de données, de compréhension du monde, de puissance heuristique, d'avancées historiographiques, etc., susceptibles d'irriguer pas seulement les historiens de l'Afrique et pas seulement les Africains, mais tout le monde. Bon. Et c'est le message que j'essaye personnellement de porter, de dire que l'histoire de l'Afrique nous intéresse tous. Nous intéresse tous. Bon, et pas seulement parce que ça nous apporte
Je veux dire, nous, pas français, nous contemporains, hein, bon, parce que ça nous apporte des idées, des connaissances nouvelles sur le Zimbabwe au XVe siècle, sur la Nubie chrétienne du IXe siècle, sur le commerce à travers l'océan Indien au premier millénaire avant notre ère et avec les côtes africaines. Bon. Mais aussi parce que les trajectoires qu'ont suivies les sociétés africaines au cours des millénaires sont formidablement intéressantes pour nous tous, ne serait-ce que parce qu'elles apportent des points de comparaison remarquables avec ce qui ne s'est pas fait de la même façon dans le reste du monde, et en particulier dans les endroits qui nous sont le plus familiers. Bon. Un exemple particulier, c'est que il nous apparaît comme une évidence que l'homme, avec un grand H, bon, les sociétés humaines, sont d'abord des chasseurs-cueilleurs, et puis ensuite, en masse, deviennent des éleveurs, agriculteurs, néolithiques, bon. Ils se convertissent tous en quelque sorte, bon. Et puis ensuite, en masse, ils découvrent les âges des métaux dans un certain ordre, hein. Le bronze, le cuivre, le fer, bon. Et puis qu'en masse, ils se mettent tous comme ça, par une espèce de mode irréversible, bon, à rentrer dans les grands empires, bon, et puis à adopter des formes de religion monothéistes qui finissent par, là aussi, de façon irréversible, à envahir tout le monde. Et à aucun moment, ça ne nous viendrait à l'esprit de redevenir chasseurs-cueilleurs ou de redevenir adeptes de religion traditionnelle ou de bon. Et pourquoi ? Parce qu'on a cette idée que ces grands changements sociaux, ces grands changements civilisationnels, si vous voulez un grand mot, voilà, se passent dans un certain ordre. Bon, et voilà, c'est tellement fort que ça commande notre vision évolutionniste de l'histoire. Et regarder en historien ou en historienne l'histoire de l'Afrique, ben, vous fait comprendre que c'est pas du tout comme ça que ça marche. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Bon. En Afrique, certes, il y a un moment donné, effectivement, assez loin dans le temps, où il n'y a eu que des chasseurs-cueilleurs. Et puis, à partir d'un certain moment, il y a eu des formes de néolithisation qui ont incité des sociétés, pour certaines, à devenir néolithiques, c'est-à-dire à la fois éleveuses et agricultrices. Mais certaines d'entre elles ont fait des choix absolument radicaux de devenir que pastoralistes, que éleveurs. Bon. Et puis, mais beaucoup d'entre elles ont décidé de rester chasseuses, cueilleuses, collecteuses. Et puis lorsque sont passés les royaumes, et puis qui là aussi ont apporté des formes d'intégration territoriale, des formes très hiérarchiques de pouvoir, etc., mais on constate que ces royaumes ont toujours cohabité avec des sociétés éleveuses. Bon, on le voit très très bien avec les grands royaumes médiévaux. Ils sont percolés par des grands éleveurs nomades. Et puis on voit très bien que à toutes les époques, toutes ces formations politiques très diverses voisinent, elles aussi, et commercent, etc., avec des sociétés de chasseurs-cueilleurs jusqu'à aujourd'hui. Bon. Donc il y a des trajectoires multiples de l'histoire qui commandent d'annuler notre vision évolutionniste de l'histoire et plutôt de prendre en considération des trajectoires multiples, réversibles, qui s'entrechoquent, bon, et qui à aucun moment ne se comportent en rouleau compresseur. Voilà. Ça a une application, pardon, je vais parler encore pendant 1 heure ou 2, ça a une application très très... Ah oui, mais là c'est trop tard. Non, ça a une application très très forte pour le travail de l'historien. C'est que ça dérange les commodités de la chronologie et de la géographie. C'est-à-dire que là où on s'est habitué assez facilement à l'échelle de l'Europe tout entière, si ce n'est de l'Eurasie tout entière, mais en tout cas de l'Europe tout entière, à parler du néolithique comme d'une période qui voit toutes les sociétés européennes devenir quelque chose d'autre, bon, ou l'Antiquité comme une période, bon, le néolithique
l'Afrique en Afrique, ça ne veut pas dire ça du tout. Ça veut dire, une forme d'économie voilà, qui est pratiquée à certains moments par certaines sociétés et pas par d'autres. Bon. Et de la même façon, les empires, ça veut dire une forme d'organisation sociale qui cohabite avec tout à fait autre chose, avec des chefferies traditionnelles, avec des systèmes lignagés, avec des sociétés segmentaires, avec des sociétés organisées selon la parenté, avec toute une série d'autres choses qui continuent à cohabiter, à voisiner, etc. Donc on ne peut pas se servir en histoire africaine de ces grandes catégories qu'on appelle chronoculturelles, que sont le paléolithique, etc. Sinon, que faites-vous des chasseurs-cueilleurs d'aujourd'hui dans la forêt d'Afrique équatoriale? Vous allez dire qu'ils sont préhistoriques? Non, ils sont nos contemporains, mais ce sont des sociétés qui ont fait des choix qui sont de conserver à la fois une économie d'un type particulier, quitte à se contraindre à échanger en permanence avec des sociétés qui voisinent et qui économiquement ont fait d'autres choix. Alors, il y a tout de même une chose sur laquelle les Européens et cette sphère culturelle, toute cette sphère culturelle se sont entendus, c'est qu'ils avaient une dette vis-à-vis de l'Afrique. Et cette dette, c'est une dette d'origine. Et ce qui est très intéressant dans l'Afrique ancienne, c'est que vous remettez en cause cette idée-là, parce que vous dites, certes, on reconnaît à l'Afrique une antériorité, le berceau des cultures, le berceau des civilisations, que ce soit d'ailleurs l'Égypte qu'on considère assez peu africaine, mais qu'il faudrait réintégrer dans cette histoire et qui est réintégrée dans ce livre. Mais on le reconnaît cette dette comme étant quelque chose qui est derrière nous, évidemment, imaginant que cette histoire ne s'est pas poursuivie jusqu'à nous. Oui, pour moi, la question des... Bon, je ne suis pas le premier historien à dire ça. Tous les historiens disent que s'intéresser aux origines, ça n'est pas faire de l'histoire. Bon. Et remarquer que l'Afrique est le berceau, le point d'origine de beaucoup de choses, c'est bien, il faut le dire, mais s'appesantir trop durablement sur ça n'est pas un cadeau. N'est pas un cadeau, c'est une apologie piégée. Dire que l'Afrique est le point d'origine de l'homme moderne, le point d'origine de l'humanité plus ancien, celui des hominidés et des homininés, ou le point d'origine de je sais pas, de la civilisation, ou le point d'origine de tel ou tel système d'écriture ou de tel système économique. Bon. Pourquoi c'est une apologie piégée ? C'est une apologie piégée parce que lorsqu'on dit que, par exemple, l'Afrique est l'origine de l'homme ou des humains modernes, il y a 120 000 ans, et qui ensuite sont partis pour peupler le reste de la Terre, et puis pour peupler tous les continents, peupler non seulement l'Europe, l'Asie, mais l'Australie, et puis un petit peu plus tard peupler l'Amérique, et en quelque sorte aller faire des choses intéressantes ailleurs. Bon. Ben oui, parce que lorsqu'on s'intéresse au paléolithique supérieur, en France ou en Espagne, quand on met en exergue l'art des grottes ornées en France et en Espagne, etc., bon, ben on fait continuer le fil directeur de l'histoire ailleurs, en Europe. Bon, comme si il ne s'était plus rien passé. En Afrique après le départ du berceau. Bon. C'est là que l'image du berceau est un piège. C'est-à-dire que quand on quitte un berceau et qu'on s'en va pour faire sa vie ailleurs, dans la vraie vie, bah, on n'est plus dans le berceau. Quoi. Bon. Or, l'homme et la femme africains, ceux qui sont réputés ne pas être entrés suffisamment dans l'histoire, bah, sont aussi restés en Afrique et ont aussi continué leur histoire en Afrique et ont continué à circuler entre l'Afrique et le reste du monde. On en a des témoignages évidents en linguistique comparée, etc. Donc voilà. Donc il y a cette histoire, l'histoire continue. L'histoire continue en Afrique, même après les points d'origine ou même après la sortie des berceaux. Or voilà, il y a ce réflexe-là qu'il faut conjurer, voilà, consistant à penser que tout ce qui est que l'Afrique n'est intéressante que pour ce qui s'y est passé au tout début et pas pour ce qui s'y est passé continuellement depuis. Alors, justement, comment sait-on ce que l'on sait dans ce livre? Parce que on a parfois la prétention d'avoir appris, de savoir, et la particularité d'un ouvrage comme celui-ci, c'est qu'il, je le disais tout à l'heure, il nous surprend à chaque page, chaque chapitre est nouveau, chaque idée qui est avancée est originale et nous prend à contre-pied. Comment sait-on cela? Alors, vous avez dit tout à l'heure, l'archéologie. L'archéologie vient s'ajouter à des sources écrites anciennes, à des connaissances de voyageurs, à des récits que vous avez d'ailleurs étudiés par ailleurs sur les découvertes par les Portugais ou par les Hollandais de certaines populations de l'Afrique du Sud. Mais qu'est-ce que ça nous dit de plus?
Alors, il y a deux questions dans cette question. D'abord, ouais, comment sait-on ce qu'on sait, bon, et puis ensuite, quel est le rapport de l'archéologie enfin, aux sources écrites, disons. Bon. Comment sait-on ce qu'on sait? On sait ce qu'on sait parce que il y a des chercheurs et des chercheuses qui travaillent sur chacune de ces régions. Ils sont parfois peu nombreux, mais ils existent. Il y a des chercheurs qui travaillent sur la Nubie. Vous voyez pas forcément où c'est la Nubie, mais la Nubie, c'est la partie nord du Soudan, du Nord-Soudan actuel, le long de la vallée du Nil. Bon. Et là, en Nubie, à partir du 6e siècle, il y a eu 3, puis ensuite 2 grands royaumes chrétiens. Bon. 2 grands royaumes chrétiens, nubiens, bon, et de gens qui à la maison parlaient le nubien et qui à l'église parlaient grec. Bon. Et qui laissaient le nom de leurs évêques et de leurs rois en grec voilà, ou en copte, bon, sur les fresques de leurs églises. Bon. Et donc il y a des spécialistes de ça, et qui peuvent être spécialistes de fresques, qui peuvent être spécialistes de sources écrites, parce qu'il y en a aussi, qui peuvent être spécialistes de sources arabes du voisin égyptien qui se rapportent à la Nubie, qui peuvent être spécialistes d'archéologie, etc. Bon, donc ces gens ont pour boulot de produire de nouvelles données, puis de les interpréter, puis de les réinterpréter, etc. Ce sont des domaines assez... Bon, c'est pas vrai de la Nubie, mais il y a quand même quelques chercheurs, mais disons pas plus de quelques-uns. Enfin, voilà, bon. Et il y a d'autres domaines plus abondants, comme l'histoire de l'Éthiopie médiévale, où là, il y a peut-être quelques dizaines de chercheurs un petit peu partout sur Terre qui travaillent sur ce sujet-là. Et puis qui se rencontrent de temps en temps, mais qui pour l'essentiel publient dans des revues spécialisées, bon, qui peuvent être d'études éthiopiennes, ou qui peuvent être d'arabe, ou qui peuvent être d'archéologie, ou etc. Bon. Donc ces savoirs-là, bien que constitués, bien que mis à jour, bien que revisités, et bien que faisant parfois de profondes percées, comme c'est le cas récemment en études éthiopiennes en particulier, tant sur les manuscrits que sur l'archéologie chrétienne, que sur l'archéologie musulmane, tout ça en Éthiopie, ça ne filtre pas forcément en direction du public. Bon. Parce que même si le public le voulait, il n'aurait pas accès à ces... Bon. Donc il faut de temps en temps faire ce travail de synthèse et de mise à disposition du public dans des ouvrages comme celui-là, ou dans des émissions de radio, etc. Bon. Et donc là, voilà, typiquement, sur la Nubie et sur l'Éthiopie, plusieurs chercheurs ont écrit dans ce livre avec un véritable effort de synthèse et de mise à disposition du public de ces connaissances-là. Maintenant, sur la question de la relation entre l'archéologie et des sources écrites, tu poses une question fondamentale qui est celle de quelle discipline fournit le fil directeur du récit. Question fondamentale, pas si souvent que ça posée, parce qu'en réalité, les historiens que nous sommes, les historiennes, recourent le plus souvent au fil narratif que leur fournissent les sources écrites. Bon. Et l'étoffe dont est fait le récit historique, ce sont d'autres récits qui nous ont été transmis par les acteurs du passé eux-mêmes. On devrait s'interroger davantage qu'on ne le fait sur cette espèce d'inceste de l'écrit avec l'écrit. On devrait s'interroger sur ça. Bon. Et en particulier sur l'illusion continuiste dans le temps, dans l'espace, et peut-être même dans l'identité que ça crée entre le passé et nous. Mais on ne s'interroge pas forcément beaucoup sur ça. Et en revanche, dans des domaines d'histoire, comme l'histoire de l'Afrique en est un, qui nous oblige à interroger cette question-là, ce problème-là, du coup, on voit mieux. Parce qu'on voit mieux. Et on voit mieux parce que les sources écrites qui nous sont à notre disposition en histoire africaine sont des sources écrites qui ne produisent pas cette illusion continuiste, ni chronologique, ni géographique, ni identitaire, tout simplement parce qu'elles sont totalement fragmentaires. Et j'avais pris un exemple dans le Rhinocéros d'or à propos de la capitale du Ghana. On a 2 fenêtres documentaires sur la capitale du Ghana, donc ce grand royaume qui était dans le sud de la Mauritanie actuelle, et qui était le principal interlocuteur commercial du monde arabe en Afrique subsaharienne au 11e, au 10e, 13e siècle. Bon. On a 2 fenêtres documentaires, une fournie par Al-Bakri au XIe siècle, une fournie par Al-Idrissi au XIIe siècle. Et
d'ordinaire, ça ne suffirait pas pour raconter l'histoire d'un royaume ou d'un empire. Mais là, on n'a que ça. Bon, et il faut bien faire avec ça. On est obligé de faire avec ça. Parce qu'il s'est bien passé quelque chose. Bon. Et donc, il faut faire avec ça. Et on a un très très gros problème parce que si Al-Bakri et si Al-Idrissi nous disaient à peu près la même chose, tout irait bien, on supposerait la continuité entre deux et puis la continuité entre eux et nous. Mais ils nous disent pas la même chose. Ils nous disent pas la même chose. Et à un siècle d'écart, on ne peut pas comprendre que cette ville, dans le premier cas, soit située dans une plaine à peu près désertique, dans le deuxième cas, soit située au bord d'un fleuve. On ne peut pas le comprendre. On ne peut pas comprendre que dans le premier cas, le roi soit païen, et dans le deuxième cas, le roi soit musulman. Bon. Et s'il s'est passé une conversion entre les deux, ce que je suis prêt à admettre, il ne s'est pas passé que ça, il s'est passé aussi un déplacement ou une délocalisation. Ou alors, l'un des deux s'est complètement trompé. Ah oui, mais alors lequel? Et comment on choisit? Ou alors, le deuxième, Al-Idrissi, dont on sait par ailleurs qu'il n'est pas super fiable et qu'il collecte des informations d'un peu toutes les époques, collecte des informations qui datent d'un siècle avant. Ah oui, mais alors, du coup, Al-Bakri, dont on pense qu'il est généralement fiable, là, il ne serait pas fiable. Et donc, vous voyez, ça pose toute une série de problèmes. C'est comme je le dis souvent, c'est un puzzle. L'histoire de l'Afrique est un puzzle dont on collecte patiemment des pièces sans savoir de combien de pièces est fait le puzzle et sans savoir si on les a toutes. Voilà. Alors, c'est d'ailleurs une grande question parce que ça renverse la problématique. Être historien et archéologue, comme c'est votre cas, c'est aussi faire en sorte que l'archéologie ne soit plus une science annexe de l'histoire comme elle a été longtemps considérée, mais une véritable source et peut-être même une véritable discipline en tant que telle, qui n'est pas simplement comme la numismatique, là a été longtemps considérée comme l'épigraphie, une science qui permet aux historiens de travailler, mais quelque chose de différent, qui nous dit quelque chose d'autre par des traces qui ne sont pas forcément des traces écrites. C'est tout à fait exact. Et disons que si on ne devait si on devait ne se contenter que de sources écrites pour faire l'histoire de l'Afrique, on ferait l'histoire de peu de régions et pendant peu de temps. Bon. Et or, comme je le disais tout à l'heure, il s'est passé quelque chose. Et puisque nous le savons, mettons tout en œuvre pour essayer de faire pièce à ce manque, à ces lacunes, à ce caractère fragmentaire des données, et en historien ou historienne optimiste qui sait qu'il est toujours possible, à partir des vestiges du présent, de reconstituer quelque chose ou de connaître quelque chose du passé, et bien d'y aller, de se colter à ce puzzle infini dont on ne sait pas où est le bord et dont on ne sait pas de combien de pièces il est fait, ni même si toutes les pièces qu'on a devant nous correspondent au puzzle ou à un autre. Bon. Donc on fait avec ça. Mais on est certain qu'il s'est passé quelque chose. Bon. Et ce que je veux dire par là, j'y insiste, ça paraît très naïf, mais je ne suis pas un historien postmoderniste. Voilà, je suis un historien qui croit dur comme fer aux matérialités et qui croit dur comme fer qu'il est possible de dire quelque chose. Bon. Et vous posiez à l'instant la question de quelle est la place corollaire ou pas de l'archéologie avec les sources écrites. Je crois qu'on a passé en histoire africaine quelque chose comme un material turn, c'est-à-dire que alors que toutes les sociétés d'Afrique ne sont pas sur un pied d'égalité en termes documentaires, si on ne prend en ligne de compte que l'écrit, le moment où on commence à avoir la même maille documentaire pour toutes les sociétés, c'est si on considère qu'on part de l'archéologie, des matérialités. Alors ça peut vouloir dire l'archéologie, mais ça peut vouloir dire les objets d'art, ça peut vouloir dire l'épigraphie, ça peut vouloir dire plein de choses. Les parures corporelles, ça peut vouloir dire les façons d'enterrer les morts, ça peut vouloir dire la façon de maîtriser le paysage, d'anthropiser le paysage, etc. Et toutes ces matérialités-là, elles sont accessibles à des disciplines comme l'archéologie, l'histoire de l'art, la géomorphologie, etc. Et c'est pourquoi dans ce livre, j'ai voulu faire appel, dans beaucoup de cas, à des archéologues en leur donnant un cahier des charges qui était de produire une synthèse sur des chronorégions, enfin sur des régions pendant certaines périodes. Bon. Et parce que je les savais plus à même de produire cette synthèse que si j'avais demandé à des historiens du texte écrit de produire. Bon. Pourquoi ça ? Parce que l'archéologie et toutes les autres disciplines des matérialités
sont aujourd'hui dans un degré de technicité qui rend parfois leur langage très abstrait ou voire incompréhensible, bon, y compris pour des historiens des textes. L'inverse n'étant pas vrai. Bon. Et alors, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des rapports de naïveté entre historiens et archéologues, qu'il n'y a pas de malentendus, etc., etc. Il y en a. Mais disons, il me semble qu'aujourd'hui, on peut rassembler les matériaux d'histoire d'une société, d'une formation politique. Hein. Par matériaux d'histoire, j'entends tout. L'écrit, la comparaison des langues, l'archéozoologie, l'art rupestre, les objets d'art. On peut tout rassembler, tous les matériaux. Y compris l'écrit des fois. Y compris l'écrit des fois. Ouais, absolument, tout à fait. On peut rassembler tout ça en posant à tous ces documents le même genre de questions. D'abord en faisant dans tous les cas des documents d'histoire, et ensuite en posant à chaque fois les mêmes questions. À quelles conditions nous sont-ils parvenus? Question que l'archéologue pose à son site. Bon. À quelles conditions nous sont-ils parvenus? Conditions de conservation, de bon. Et ensuite produire de ça une image qui soit à la maille de la documentation, donc qui parfois va être dans un événementiel très précis. On peut, dans certains cas, documenter heure par heure, jour par jour, quelque chose qui s'est passé à un moment donné à la cour du roi Mansa Souleymane au Mali au XIVe siècle. Bon. Même si, en se reculant très légèrement, on constate, en éloignant un tout petit peu le tableau de soi, on constate qu'en fait, on ne sait pas où est la capitale du Mali. Bon, mais oui, mais on sait ce qui s'y est passé. Bon. On sait reconstituer les mouvements du souverain entre son palais et puis la mosquée les vendredis. On sait reconstituer les mouvements entre son palais et la place publique où ont lieu les grandes cérémonies avec sortie des masques, etc., etc. À d'autres occasions, voilà. On sait reconstituer plein de choses dans une topographie comme celle-là. Bon. Mais où est la capitale du Mali? Personne n'est capable de le dire. Bon. Et donc voilà. Mais ce que je veux dire par la maille du document, c'est celle-là. C'est que de près, on va voir des choses. À une autre échelle, on va peut-être rien voir. Et en se reculant encore, on va voir l'importance formidable qui a été celle du Mali entre le XIIIe et le XVe siècle, comme principal interlocuteur, à la suite du Ghana, voilà, des grandes formations politiques maghrébines de l'époque. Donc on peut dire des choses à des mailles documentaires différentes, mais pas forcément à toutes les mailles. Voilà. Alors, ce qui est assez passionnant dans un ouvrage comme celui-ci, ce qui était déjà très passionnant avec le Rhinocéros d'or, qui était le précédent livre que vous aviez écrit, mais là tout seul, François-Xavier Fauvel, c'est la question des outils que l'on utilise. Par exemple, la linguistique historique, qui est une discipline parfois erratique, parfois hésitante, peut venir à la rescousse d'un manque de connaissances archéologiques, d'un manque de connaissances écrites, qui permet de voir comment, eh bien, par la migration des mots, eh bien, se sont passées des migrations sûrement des hommes et des femmes qui portaient ces mots. Oui. Alors, moi, j'ai ma philosophie historique, si je puis dire, n'est pas simplement, comme je disais tout à l'heure, que le passé nous est arrivé sous forme vestigielle et que, un petit peu comme un enquêteur rentrant dans une pièce où a eu lieu un meurtre, mettons ici, il suffit de collecter les traces du passé. Ma philosophie historique, ma philosophie documentaire, je ne sais pas très bien comment dire, ma philosophie heuristique, c'est le bon terme, est que tout le présent est un vestige. Tout le présent est un vestige. Et que par conséquent, exactement comme vous venez de le dire, les langues que nous parlons sont passibles de comparaison 2 à 2. C'est un fait évident, hein, c'est la linguistique comparée, bon, ou la linguistique reconstructive. Bon. Donc sont comparables 2 à 2, on peut faire des sous-ensembles, on peut faire des grands groupes, on peut les réunir en famille, on peut reconstituer des langues qui ne sont pas parlées devant nous et qui n'ont plus été parlées depuis très très longtemps. On peut faire la même chose en génétique, comparer des sociétés ou animales. Bon. On peut faire de l'anthropologie comparée, des gestes, des rituels, etc.
On peut sur la base de, on peut également s'intéresser, comme le fait l'archéologue, à des choses qui nous sont parvenues effectivement sous des formes vestigiales, et puis reconstituer des plans de villes, des plans de palais, etc. Bon. Et on peut interroger des mémoires aussi. Bon. Exactement, on peut interroger des mémoires, ce qu'on fait aussi dans le livre, et là aussi sous certaines conditions qui dépendent de la discipline en question, et qui ne sont pas les mêmes conditions, qui n'ont pas les mêmes limites. On peut là aussi reconstituer des choses qui se sont passées 1, 2, 3 siècles en arrière. Chacune de ces disciplines-là n'a pas du tout la même puissance heuristique, n'a pas les mêmes limites, n'a pas la même profondeur de reconstruction possible. Avec la linguistique comparée, c'est le cas du chapitre que Roger Blanche consacre au sujet dans le livre, on peut remonter oui, plusieurs millénaires en arrière. On peut dire des choses sur des sociétés africaines il y a 8 ou 10 ou 12 000 ans. On peut dire des choses. Bon. Là aussi, ce sera à une maille très particulière. Là, pour le coup, on ne peut pas dire heure par heure, mais on peut dire que telle plante a été cultivée. On peut le dire. Dans telle région, en gros vers tel millénaire. On peut le dire, ça. Bon. Parce qu'on peut suivre la trajectoire du mot qui s'applique à cette plante-là. Et que ce mot, on peut l'avoir reconstitué à partir de comparaisons. Voilà, bon. On peut reconstituer la trajectoire du nom pour la vache, ou du nom pour traire une vache. Bon. Ce qu'on ne fait pas avec une vache sauvage. Et puis, il n'y en a pas en Afrique, des vaches sauvages. Bon. Donc, voilà. Ces différents outils, ces différentes méthodologies qui s'emparent du présent comme vestige et qui s'additionnent les unes les autres, qui se croisent, qu'on peut croiser les unes les autres. On oubliait l'art rupestre aussi, voilà, très important. Et toutes ces disciplines qu'on peut entrecroiser, qu'on peut choisir d'entrecroiser. On peut le faire en tissant une narration qui peut paraître à certains moments vertigineuse, voilà, mais qui est ce qu'on sait faire, voilà, en histoire de l'Afrique. Alors, il y a certains chapitres sont centrés, par exemple, sur les activités humaines, et en particulier les activités pastorales d'un côté, de culture des plantes de l'autre côté, et donc de l'agriculture. Évidemment, ça nous renvoie à une vision assez classique de l'Afrique. On peut se dire, voilà, il y a les pasteurs, les peuls en Afrique de l'Ouest, et puis de l'autre côté, les conflits avec les sédentaires, puisque les troupeaux passent sur leur propriété. Et donc, ça nous ramène à une actualité qu'on connaît par exemple en Afrique de l'Ouest, avec les massacres entre les uns et les autres. Mais il y a beaucoup plus que cela à réfléchir à cette question du pastoralisme, parce que cela permet aussi de parler des contacts entre les populations, de la façon dont ont migré justement ces mêmes bêtes que l'on a emportées depuis le nord de l'Afrique jusqu'à la pointe la plus extrême au sud, l'Afrique du Sud, etc. etc. Oui, alors il y a un chapitre de Joséphine Le Sur, voilà, dans le livre sur l'histoire du pastoralisme. D'abord, le pastoralisme, c'est très original. C'est très, très original. Bon. Et pour le mesurer, il faut le dire. Bon, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des sociétés qui font de la vache la monnaie. Mais c'est les grosses coupures. Hein, la monnaie des transactions, de toutes les transactions. Les transactions économiques, les transactions matrimoniales, les transactions judiciaires, les transactions intergénérationnelles, les transactions avec les esprits, avec les mondes invisibles, bon, les règlements de conflits, etc. La vache est au cœur de ces sociétés-là. Elle est omniprésente à l'intérieur même de la société. Chaque jeune homme a un animal favori, qui est sa vache. Bon. Et ces vaches font l'objet d'un investissement matériel très très fort. Hein, déformation des cornes, scarification de la robe, etc. Bon. Et dans certaines sociétés, elles répondent à certains cris. Hein, bon. Chez les Khoikhoi d'Afrique du Sud que j'ai étudiés, elles peuvent être guidées au sifflement. Hein, et elles peuvent attaquer l'ennemi, bon, et se comporter, se diriger en fonction. Bon. Donc, voilà. Et donc il y a un très très fort investissement des sociétés dans la vache. Bon. Un investissement qui est exclusif. Exclusif. C'est-à-dire que ces sociétés-là, pour certaines d'entre elles,
ont tout misé sur la vache et rien sur le reste. En quelque sorte, on pourrait dire qu'elles ont mis toutes leurs vaches dans le même panier. Bon. Et elles ne pratiquent pas. Elles ne pratiquent pas l'agriculture. Elles ne cultivent pas. Et alors, ça peut paraître extrême comme choix de société. Et en réalité, quand on réfléchit, quand on pose ça à l'échelle de toute l'Afrique, on voit que les sociétés pastorales sont des sociétés qui ont été capables de traverser tous les paysages de l'Afrique. Et on peut le savoir parce que les vaches, on peut les suivre à travers l'histoire et la préhistoire de l'Afrique. On peut les voir arriver il y a 1500 ans voilà, en Afrique du Sud, et puis les voir arriver un peu avant ailleurs. Et puis on sait qu'elles sont parties il y a 5 ou 6 000 ans du Nord. Bon. Donc les vaches, elles ont traversé toute l'Afrique et, avec des sociétés qui les ont accompagnées sur un bout de chemin. Bon. Et avant de passer le relais à d'autres sociétés. Bon. Et, euh, et, euh, et si elles ont pu traverser tous ces paysages, c'est parce qu'elles sont formidablement adaptables à tous les paysages. Elles passent les steppes du Sahel, elles passent les hauts plateaux, elles passent les zones de savane arborée, et puis boum, elles retombent dans des steppes, et puis bon, à la limite, elles peuvent même se promener en bordure du Sahara, etc. Elles peuvent faire plein de choses, les vaches. Très, très adaptables, à condition que vous acceptiez de faire rien d'autre. C'est-à-dire que si vous cultivez, en revanche, vous ne pouvez pas traverser tous ces paysages-là parce que votre paquet de plantes cultivables, il va fonctionner sur 200 km et puis après, vous allez tomber dans un environnement à cause de l'altitude ou de la pluviométrie ou de la nature des sols, etc., qui sera plus du tout le même et qui vous obligera à abandonner ce paquet-là ou à en changer complètement. Le choix qu'ont fait ces sociétés-là, c'est un choix de tout miser sur la vache pour se rendre mobile. Bon, pour se rendre adaptable à tous les paysages, mais avec une contrainte extrêmement forte, c'est que du coup, elles dépendent d'autres sociétés. Donc c'est un choix extrême parce que c'est un choix qui oblige à la cohabitation. Voilà. Ce qui est tout à fait passionnant et ce qui peut être utile effectivement aujourd'hui, c'est de réfléchir, puisque c'est vraiment l'Afrique ancienne qui est au cœur de ce livre, c'est de réfléchir à ces conditions d'adaptabilité. D'adaptabilité, par exemple, au changement climatique. Il y a plusieurs chapitres qui concernent ces paysages qui nous font penser généralement aux famines, à tout ce que l'on a attribué comme moment particulier de l'histoire de l'Afrique dans les années 50, 60, etc. Euh, et, euh, et en fait, ce que montre la très longue durée de l'histoire de l'Afrique, c'est la capacité de ces paysages à changer. C'est que le Sahara était, et on le sait, à un certain moment était vert, qu'il y avait un climat méditerranéen en plein cœur de ce même Sahara, qu'il y a donc eu des changements climatiques très, très longs qui ont d'ailleurs permis à ces populations de changer elles-mêmes, de se déplacer, etc., etc. Alors, c'est vrai qu'il y a un cliché assez fréquent au sujet de l'Afrique, c'est le cliché naturaliste. Et souvenons-nous de ce qu'étaient les documentaires animaliers enfin, je regarde plus la télé, donc je ne sais pas très bien s'il y en a encore, mais les documentaires animaliers, disons, dans les années 70 et 80 à la télé, ou des, ou des, ou des ethnographies un peu fictionnelles. euh, euh, oui, le dispensaire pour animaux malades, vous voyez, gorille dans la brume ou jaguar, etc. Et dans lequel l'homme ou la femme providentielle est forcément un Européen ou une Européenne qui arrive et qui sauve des animaux, le plus souvent, il faut bien le dire, contre les Africains du coin. Bon. Et ce paradigme-là fonctionne encore. Il y avait un reportage Ouais. avant-hier à la télévision Ouais. sur ce sujet. Non, mais, ça, je ne l'ai pas vu. Mais enfin, voilà, Qui sauvait. voilà. Vous voyez ce paradigme-là. Ce paradigme-là, c'est quoi? Il nous dit quoi? Il nous dit que, euh, que les sociétés, il nous dit deux choses qui peuvent paraître paradoxales, mais qui ne le sont pas tant que ça. Il nous dit que les sociétés africaines sont une menace pour leur propre environnement et que n'en ayant pas assez conscience, c'est à nous d'y aller. Mais il nous dit aussi que ces sociétés africaines ne sont pas en interaction avec leur environnement et qu'elles ne l'ont pas elles-mêmes anthropisé, qu'elles ne l'ont pas elles-mêmes transformé. Bon. Et de fait, l'idée de sociétés fragmentées et en quelque sorte figées dans leur milieu est une idée extrêmement prégnante dans notre imaginaire, dans l'imaginaire européen en général. En gros, et pour caricaturer, une ethnie va bien avec un milieu. Bon. Et c'est oublier que l'environnement, les environnements africains
ont été formidablement contraignants et formidablement changeants. Bon. Au cours de l'histoire, pour autant qu'on puisse le reconstituer, et beaucoup de disciplines du passé le font. Bon, on travaille énormément avec des gens dont le métier est de reconstituer l'histoire des paysages à travers les graines, à travers les charbons, à travers etc. Et on peut reconstituer plein de choses. Bon. Et cet environnement extrêmement contraignant et extrêmement changeant a sollicité les sociétés beaucoup plus que dans les plaines eurasiatiques. Alors évidemment, à chaque fois que je dis ça, j'ai toujours une historienne ou un historien qui me tombe dessus en me disant « Ah oui, mais tu négliges le fait qu'en Europe aussi, ça a été compliqué. » Ben oui, mais si vous voulez... Voilà, mais si vous voulez partir il y a 10 000 ans du sud-est de la Turquie ou du nord-ouest de l'Iran, avec votre vache, votre mouton, votre chèvre, votre porc, et puis quelques céréales. Et si vous voulez avancer de 10 km chaque année et planter ça tout au long de votre chemin, vous pouvez faire sans aucun problème 8000 km vers l'ouest. Sans aucun problème. Sans globalement changer d'altitude, en restant toujours sur les mêmes sols, des plaines alluviales. Voilà. Et jusqu'à la Bretagne, et jusqu'à la Grande-Bretagne, vous allez utiliser le même paquet. Le même paquet néolithique. Bon. En Afrique, vous ne pouvez pas faire ça. En Afrique, vous ne pouvez pas faire ça. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun endroit, sauf la bande sahélienne, voilà, qui va du Sénégal jusqu'au Soudan, très très mince, qui fait une centaine de kilomètres ou 200 kilomètres d'épaisseur et qui se prolonge effectivement sur 4000 kilomètres, où là, effectivement, si vous partez d'un côté avec une vache, vous pouvez effectivement arriver de l'autre côté. D'accord. Bon. De reste, les peuls l'ont fait. Mais autrement, hormis là, quelques paquets culturels que vous vous munissiez, hein, vous ne pouvez pas faire 200 km dans aucune direction. Ben oui, parce que vous avez des accidents altitudinaux, vous avez des accidents de sol, vous avez des accidents de végétation, vous avez des accidents climatiques, et vous avez des accidents sanitaires, qui font que c'est un patchwork d'environnement qui interdit littéralement aux sociétés de passer avec leur paquet intègre d'un milieu à un autre. Exemple très simple, vous avez traversé... non, ça c'est un exemple trop facile. Justement, vous êtes au Sahel avec votre vache et l'habitude de manger du riz sauvage et votre sorgho. Bon. Très bien, vous pouvez faire 200 km. Bon, vous arrivez dans les savanes, et tout à coup, les savanes, c'est un espace qu'on cultive. Bon. Donc, votre sorgho, il est plus forcément cultivable à ce moment-là. Et puis la vache, elle encombre sur les champs. Donc, c'est plus ça, l'animal. Bon. Et puis, vous avancez encore de 400 km, vous arrivez en forêt. Et là, tout à coup, plus aucune plante et plus aucun animal desquels vous étiez habitué ne convient. Donc il faut entièrement changer à cet environnement-là, entièrement changer de paquet et adopter de nouvelles plantes forestières qui se cultivent en forêt ou qui se récoltent en forêt, qui ont d'autres exigences, etc., etc. Prenez un autre cas. Prenez le cas de l'Éthiopie. Et là, il est assez facile de voir donc vous êtes dans le rift, d'accord. Donc vous êtes sur le haut plateau éthiopien, vous êtes à 2500 mètres d'altitude. Addis Abeba est à 2500 mètres. Ces hauts plateaux sont extrêmement riches, ont des sols extrêmement riches, qui sont des sols volcaniques. Et il y fait froid, mais on y cultive, on y cultive une céréale en particulier domestique qui s'appelle le teff. Et on mange principalement ça. On peut y cultiver un peu de maïs, un peu d'autres choses, mais principalement du teff. Et puis on élève quelques animaux domestiques. Et puis vous habitez là sur le bord du plateau et vous voulez faire 20 km vers l'est. Bon, vous faites 20 km vers l'est, très bien, donc vous descendez l'escarpement du haut plateau. En 20 km à vol d'oiseau, vous êtes descendu à 1200 mètres d'altitude. Bon. Et là, c'est tout à fait autre chose. Vos plantes ne sont plus cultivables à cet endroit-là. Le teff n'est plus cultivable à cet endroit-là. Bon. Et vous n'avez pas pu descendre avec vos vaches, de toute façon, c'est trop escarpé. Donc il vous faut adopter à ce moment-là le chameau. Bon. Et puis, on ne peut faire d'agriculture qu'irriguer dans cet escarpement. Donc tout à coup, ça veut dire d'autres plantes tout à fait différentes, la canne à sucre, le sorgho, etc., mais qui nécessitent de l'irrigation, donc des travaux d'irrigation. Et puis là, vous voulez faire 5 km de plus vers l'est, très bien, vous faites vos 5 km, mais là, vous arrivez à 800 mètres d'altitude, voilà, dans le désert. Un désert extrêmement aride, le plus aride au monde. Bon. Et il y a des endroits où il fait 50 degrés, il y a des endroits où on est à 800 mètres au-dessus du niveau de la mer, et des endroits où on est à 80 mètres en dessous du niveau de la mer. Et là, c'est une savane à épineux où seuls des chameaux peuvent vivre. Bon, il n'y a que eux qui peuvent manger ce qui se mange dans cet environnement-là. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que
on ne peut pas si facilement que ça passer d'un environnement à l'autre. Donc quand on est marchand et qu'on trimballe des dalles de sel sur une mule, on peut s'amuser à descendre et puis remonter en ayant acheté des marchandises. Mais en tant que groupe humain, on ne peut pas si facilement que ça passer d'un environnement à un autre. D'où le sentiment de très très forte spécialisation socioculturelle qui s'est opérée à des endroits qui pourtant sont très très voisins les uns des autres. Bon. Donc ça nous donne quoi dans l'histoire ? Ça nous donne les chrétiens sur le haut plateau, les musulmans dans l'escarpement, et puis des nomades tardivement islamisés dans les basses terres en bas. Mais ça veut dire aussi symbiose obligatoire entre les gens du haut plateau et les gens de l'escarpement et les gens d'en bas. Parce que les gens du haut plateau ont les ressources agricoles, cultivent, ont du surplus céréalier. En revanche, ils n'ont pas un légume. Bon. Et puis en revanche, ils n'ont pas les routes non plus, parce que les routes sont dans l'escarpement. Voilà. Donc il faut forcément discuter avec les voisins musulmans, même si on ne les aime pas. Et puis il faut forcément, comme on manque de sel sur ces hautes terres, il faut forcément que les Afars, les nomades Afars, aillent chercher du sel à la mine. Mais les Afars qui vont chercher du sel à la mine sur leurs chameaux, eux, ils n'ont ni légumes ni céréales. Donc il faut forcément qu'ils soient en conversation économique avec leurs voisins. Ça donne ce maillage économique, cette symbiose économique, cette symbiose politique. Ça donne aussi des divergences identitaires. À 20 km d'écart, les uns deviennent chrétiens, les autres deviennent musulmans. Et s'inventent des identités complètement différentes alors qu'ils sortent du même substrat culturel. Alors, une question qu'on veut se poser, c'est vrai que c'est une collection qui s'appelle Les Mondes Anciens, c'est pourquoi s'être arrêté au XVIe, XVIIe siècle, donc au moment de l'arrivée des Européens, et pourquoi ne pas être allé un tout petit peu plus loin, et qu'est-ce que fait justement cette arrivée massive des Européens, d'abord sur les côtes, puis ensuite à l'intérieur des terres, à cet espace culturel très vaste qu'est l'Afrique ancienne? Oui, d'abord, comme vous l'avez dit, la collection s'appelle Mondes Anciens. Donc il fallait en quelque sorte remplir le cahier des charges. Déjà, il a fallu se bagarrer un tout petit peu pour l'amener jusqu'au XVIe, XVIIe siècle. Bon. Mais en fait, la réalité n'est pas celle-là. C'est que ce qui m'intéressait dans l'Afrique ancienne, c'est ce régime documentaire et ce régime de connaissances dont on a beaucoup parlé tout à l'heure, qui est cet assemblage de documents très hétérogènes qui oblige l'historienne ou l'historien à un exercice d'imagination, de narration, consistant à reconstituer quelque chose en s'affranchissant de la continuité narrative que le XVIIe siècle nous aurait donné avec le présent. Pourquoi ? Parce que à partir du XVIIe siècle, on est en quelque sorte sur des pays qu'on connaît. Enfin, on pourrait raconter l'histoire du Bénin ou du Nigeria depuis le XVIIe siècle jusqu'à aujourd'hui en ayant ce fil narratif et en le suivant de façon chronologique. En fait, ce que je trouve ça n'est pas que je trouve inintéressant l'histoire des XVIIe, XVIIIe, etc. Ça m'intéresse. Et je suis très intéressé aussi par l'histoire moderne et contemporaine de l'Afrique. Mais je trouve, s'il y a une unité dans ce livre, au-delà de la très très grande diversité des régions et des formations politiques, s'il y a une unité, elle est dans cette approche consistant à choisir, à ne pas choisir la facilité, voilà, et à choisir de choisir le plaisir du patchwork, voilà, à celui de la continuité narrative. Donc il fallait s'arrêter quelque part par là, autour du XVIe, XVIIe siècle, à un moment donné qui est assez intéressant, qui est multiplement intéressant. D'abord parce qu'effectivement, c'est le moment où des Européens arrivent un peu en masse sur les côtes. En fait, ils commencent à arriver au XVe, et puis au XVIe, ça se généralise, etc. Et l'arrivée des Européens, en tout cas sur toutes les côtes atlantiques, modifie le régime de la narration. Bon, et tout à coup, la narration devient pas forcément eurocentrée, mais en tout cas centrée dans une langue européenne. Elle s'énonce dans une langue européenne. Elle est aussi centrée sur les dynasties. Dominantes. Elle est aussi centrée sur le point de vue, change aussi. Le point de vue devient côtier, principalement. Bon. Et, sur la question de l'invention de la race.
Voilà, et puis effectivement, elle devient aussi filtrée à travers cette question-là, voilà, à travers l'idiome de la race. Donc beaucoup de choses changent. Bon, et beaucoup de choses changent, ça renouvelle considérablement la documentation, la traite atlantique se met en place à très très grande échelle, la géopolitique du continent change complètement, etc. Donc tout change. Et donc voilà, donc je voulais arriver jusque quelque part autour du XVIe, XVIIe siècle, parce que on voit se passer la fin de ce qui s'y est passé avant, et on voit émerger quelque chose de nouveau. Voilà, mais je voulais qu'on s'arrête juste là. Voilà. Après, il aurait fallu un autre volume pour le XVIIe, XIXe siècle, mais ça, on fera ça une autre fois. Merci François-Xavier Fauvel pour ce livre sur les mondes anciens dans la collection donc de chez Belin que vous avez dirigé, qui s'intitule De l'Acacus au Zimbabwe et qui s'intitule véritablement l'Afrique ancienne. Merci.